Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. C'est Vico. Aujourd'hui, on se retrouve en ce lundi pour débriefer ensemble du premier Grand Prix MotoGP de la saison ce week-end. On était du côté de Losail au Qatar pour le début des hostilités. Et forcément, on va revenir dans cette vidéo sur les 4 enseignements marquants de ce premier week-end de compétition en cette année 2024. Pecco nous a fait du Bagnaia et de vous à moi, est-ce qu'on est vraiment surpris à l'issue de ce week-end? Puisque oui, le double champion du monde italien nous a fait sa classique en ce qui concerne la construction de son week-end largué le vendredi par rapport à quelques pilotes Ducati, Martin, Marc Marquez et bien sûr Enea Bastianini, pour ne pas les citer. Il revient dans la course le samedi, se rapproche, se place en qualification, prend la 4e place de la course sprint et les points qui vont avec. Et puis le samedi soir, le dimanche matin, on travaille, on teste des choses. Et puis le dimanche soir, pour la course, on est intouchable en gestion, en total contrôle. Francesco Bagnaia, je l'ai dit lors de la vidéo présentation de cette saison 2024, ce n'est pas le meilleur pilote du monde, ce n'est même pas le meilleur pilote Ducati. Des mecs comme Martin, Marc Marquez et peut-être dans une moindre mesure Enea Bastianini sont plus forts que lui. Mais encore une fois, il n'y a pas que la capacité à aller vite ou le talent brut qu'il faut prendre en compte pour gagner des courses MotoGP. Il y a aussi la construction du week-end. Et Francesco Bagnaia, dans ce secteur-là, il n'a pas d'égal. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui parle à ses ingénieurs et ses techniciens, qui essaye de trouver des solutions et puis surtout qui utilise tous les outils qui sont à sa disposition, notamment les données des autres pilotes. Et Francesco Bagnaia, au fur et à mesure du week-end, progresse et va aller chercher les sommets. Ce n'est pas quelqu'un de naturellement rapide, mais grâce à sa gestion, grâce aussi à sa réflexion, sa prise de recul et son intelligence, eh bien, il est capable de combler les écarts. Et Francesco Bagnaia, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette comparaison, me fait vraiment penser à Jorge Lorenzo il y a quelques années, qui était capable, comme lui, d'utiliser toutes les données, mais surtout tous les outils mis à sa disposition pour aller chercher ces fameux gains marginaux. Et Francesco Bagnaia, au-delà de sa construction de week-end qui est juste exceptionnelle en termes de stratégie et de gestion de course, il est toujours impeccable. Il a encore montré lors de la course de dimanche, celle qui compte vraiment, il a été tout de suite très agressif sur les freins, prenant le contrôle des opérations très rapidement et mettant en place son rythme en tête de course, un rythme extrêmement élevé qui lui a permis de prendre 3-4 dixièmes, un petit matelas de sécurité, se mettant à l'abri des attaques de Martin et Binder qui, au bout de quelques tours, se sont impatientés parce qu'on le sait, ils sont nerveux, ils sont impulsifs, ils sont guidés par leur pulsion et puis ils ont fini par s'attaquer, se faire les freins et se faire perdre du temps. Et puis devant, Francesco Bagnaia était tranquille en gestion, totalement serein, et est allé chercher la première victoire de sa saison dès le premier Grand Prix de cette nouvelle année 2024. Lui, le double champion du monde, autant vous dire que Francesco Bagnaia, en termes de construction, de gestion et de stratégie de course, on va pas se le cacher, il est au-dessus du lot et certains devraient en prendre de la graine. Si on peut louer l'intelligence de Francesco Bagnaia, clairement on ne va pas le faire en ce qui concerne Jorge Martin, parce que si les contraires s'attirent, clairement on a trouvé les deux élus entre Pecco Bagnaia, double champion du monde en titre, et Jorge Martin, le Martinator, vice-champion l'année dernière. Jorge Martin, en termes de talent pur, il est au-dessus de Francesco Bagnaia, en termes de pilotage pur également, mais Jorge Martin, en termes de construction de week-end, et de gestion et de stratégie de course, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, clairement il est 2 crans en dessous du double champion du monde italien, puisque Jorge Martin, quand il arrive le vendredi, il est naturellement extrêmement rapide. Le samedi aussi, mais on se rend compte que l'écart fond parce que ça progresse derrière, alors que Jorge Martin, eh bien, est en stagnation. Et finalement, sur ses prestations de la course sprint, là où il est clairement le roi et pratiquement intouchable, on se rend compte que sur la course de dimanche, il n'y a pas véritablement de progrès par rapport au samedi. Et Jorge Martin, il va devoir, tout comme Marc Marquez, utiliser un peu plus sa tête et pas seulement son feeling et son ressenti de pilote pour aller chercher les résultats. Jorge Martin va devoir très rapidement mettre l'accent sur sa construction de week-end et surtout sur sa gestion et sa stratégie de course. Sinon, tout de suite, il va y avoir un gouffre qui va se créer entre lui et Francesco Bagnaia, qui est vraiment très à l'aise dans ce genre de secteur, comme on l'a dit précédemment dans la vidéo. Et d'ailleurs, parlons-en de Jorge Martin et de sa gestion et de sa stratégie de course qui est juste calamiteuse et surtout
incompréhensible le dimanche. Alors vous allez me dire, sur la course longue, l'année dernière au Qatar, avant-dernier Grand Prix de la saison 2023, il a subi une défaillance pneumatique, des pneus Dunlop qui lui ont coûté une belle performance alors qu'il était en tête du championnat, et puis surtout la possibilité de se battre pour ce championnat du monde pilote lors du dernier Grand Prix sur le tourniquet de Valence en Espagne. Mais enfin quand même, Jorge Martin, il était le plus rapide, celui qui avait le meilleur rythme tout au long du week-end. Et dans ces coups de temps-là, je n'arrive pas à comprendre comment le pilote en question, qui pourtant part de la pole position, ne tente pas tout pour garder le bénéfice de cette dernière et se retrouver en tête de course à faire son propre rythme. Alors vous allez me dire, Francesco Bagnaia a tout de suite été très agressif, a fait les freins dès les premiers virages à Jorge Martin. Mais Jorge Martin, c'est le meilleur freineur du plateau avec Fabio Quartararo. Donc si Martin a envie de repasser Francesco Bagnaia, très clairement, il est capable de reprendre le gain de la première position et faire son rythme en tête de course. Mais on a senti un Jorge Martin très précautionneux, à la limite de la passivité. Alors effectivement, peut-être s'est-il demandé, Francesco Bagnaia part un peu vite, va-t-il le payer au niveau de son usure pneumatique un peu plus tard dans la course? Mais Jorge Martin, il s'est retrouvé à la merci de Brad Binder, qui est autant impulsif que lui et qui a fini par lui faire les freins et à lui faire perdre du temps. Et forcément, quand vous êtes obligé de reprendre 4, 5, 6 dixièmes pour revenir dans la roue de Francesco Bagnaia, vous utilisez forcément de l'influx nerveux, vous perdez aussi un peu d'influx physique et puis surtout, eh bien, vous tapez dans vos gommes. Et forcément, Jorge Martin, au bout d'un certain moment, s'est retrouvé eh bien, dans la position la moins facile, c'est-à-dire derrière Binder, derrière Bagnaia, loin devant. Et puis en fin de course, il s'est réveillé. Il a trouvé que son usure pneumatique était correcte, en tout cas pour continuer à pousser. Et finalement, Jorge Martin, eh bien, peut-être perd le gain de la deuxième place et même peut-être le gain de la première à cause d'une mauvaise gestion et de stratégie de course. Et forcément, ça sera à revoir s'il veut jouer sur la durée d'un championnat face à Francesco Bagnaia. C'était la belle surprise de ce week-end. Enfin, je dis belle surprise, pas vraiment parce qu'on l'attendait. Pedro Acosta sur sa gaz-gaz qui est arrivé dans cette équipe équipée d'une KTM, équipe dirigée par Hervé Poncharal. Et tout de suite, lors des essais de pré-saison, il nous a montré, Pedro Acosta, qu'il était tout de suite très à l'aise sur la MotoGP. Il a tout de suite pris en main cette machine de la meilleure des manières. On n'a pas été du tout surpris de le retrouver aux avant-postes tout au long du week-end. Il a joué placé, notre ami Pedro Acosta, d'abord sur les essais libres, puis derrière sur les qualifications avec cette 8e place sur la grille. Pedro Acosta, derrière, il va chercher une belle 8e place sur la course sprint sans en faire trop. On l'a senti en train de travailler ses trajectoires, de prendre de l'expérience tour après tour pour justement arriver au top sur la course longue. Et Pedro Acosta, sur cette course longue, il nous a régalé. Il a joué le podium pendant le 3/4 de la course avec des dépassements de très grande classe sur les frères Marquez et également sur Enea Bastianini. Le problème, eh bien, c'est que ce qui devait arriver arriva, usure pneumatique prématurée. Il a trop tapé dans ses gommes. Il a fini sur les derniers tours de course sur des œufs. On s'est même posé la question de savoir si Pedro Acosta allait pouvoir terminer la course. Pedro Acosta, on va pas se le cacher, tout au long de la course, il a été extrêmement agressif et ce n'est pas surprenant d'avoir une usure pneumatique prématurée dans ces coups de temps-là. On va pas se le cacher. Entre Jorge Martin et Pedro Acosta, si les contraires s'attirent, on avait trouvé les élus. L'un était trop précautionneux, trop passif, avait peur d'utiliser trop sa gomme, et l'autre finalement n'a pas assez géré cette fameuse gomme pneumatique et a fini eh bien, par se perdre dans le peloton, terminant seulement 9e de la course alors qu'il jouait potentiellement le podium. On va pas se le cacher, malgré cette usure pneumatique prématurée parce qu'il a trop tapé dans ses gommes et a été trop agressif tout au long de la course, ça n'enlève absolument rien à son talent et surtout à son week-end extrêmement prometteur. Je peux déjà vous annoncer que Pedro Acosta, des podiums, il en fera et je le vois même gagner d'ici à la fin de la saison. Les paris sont ouverts. Forcément, on n'avait pas terminé cette vidéo sans parler de nos Français. Alors forcément, j'aimerais parler de Johan Zarco et de Fabio Quartararo de manière un peu plus positive. J'aimerais vous dire qu'ils ont réalisé de superbes courses sprint, de superbes courses longues le dimanche, qu'ils se sont magnifiquement bien qualifiés. Le problème, eh bien, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est qu'ils ont les deux pires machines du plateau. Johan Zarco est chez LCR Honda et Fabio Quartararo est chez Yamaha officiel. Et on le sait, les motos japonaises sont en difficulté dans ce championnat extrêmement relevé, dominé par les motos européennes. Et au-delà des résultats qui ne font pas rêver de Johan Zarco et de Fabio Quartararo, 11e pour le pilote Yamaha officiel sur la course longue et 12e pour le pilote LCR Honda, il y a surtout des problèmes qui sont venus se rajouter à ceux que l'on connaissait déjà. Johan Zarco sur la course sprint qui a
a été victime de vibrations qui a rendu la moto totalement incontrôlable. Il a fini par dégringoler lors de la course sprint alors qu'il se battait pour un top 10. Et puis Fabio Quartararo, toujours sur cette sprint race du samedi, a été victime, à en juger par le principal intéressé, d'une usure pneumatique très alarmante. Donc forcément, quand on s'appelle Fabio Quartararo, qu'on est chez Yamaha et que ce problème d'usure pneumatique alarmante vient se rajouter à des problèmes que l'on connaît déjà, c'est-à-dire la réaccélération, le manque de grippe et d'adhérence à l'arrière, ça fait beaucoup. Autant vous dire que pour ces motos japonaises, il va falloir attendre les prochaines concessions pour tenter de faire un travail et surtout de réduire cet écart par rapport aux motos européennes. En tout cas, il y a une différence notable de mentalité entre Johann Zarco et Fabio Quartararo. Johann Zarco est très positif, se dit heureux d'avoir marqué des premiers points pour l'équipe LCR Honda. On sait que Honda est reparti d'une page blanche et du côté de Fabio Quartararo, on va pas se le cacher, on est assez dépité. Il n'y a rien à retenir de cette course, c'est ce que nous a dit le pilote français champion du monde en 2021. Encore une fois, différence de mentalité qui peuvent s'expliquer par le fait qu'ils ne sont pas au même moment de leur carrière. Johann Zarco a 33 ans, il a sur ses 34 en juin prochain. C'est un pilote qui ne deviendra jamais champion du monde, qui sait pertinemment qu'il ne remontera pas sur un podium de sitôt, alors que Fabio Quartararo a déjà été champion du monde en 2021. Il est toujours, à son sens, le meilleur pilote du monde, ce que je crois aussi, et forcément, c'est très compliqué, dès le premier Grand Prix de la saison, de voir qu'il y a toujours autant d'écart, peut-être même plus. En tout cas, Fabio Quartararo, il est déjà complètement dépité avant même le deuxième Grand Prix de la saison. J'espère qu'il arrivera à garder un petit peu plus de positivité pour la suite de la saison, et notamment profiter d'un éventuel progrès de Yamaha et d'un éventuel rapprochement des marques japonaises face aux marques européennes pour essayer d'aller chercher, comme l'an dernier, quelques petits podiums grâce à des faits de course favorables. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier week-end de compétition, me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour vous, bien évidemment dans le respect de tout à chacun. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.